Alors, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment tient debout pendant un tremblement de terre? Eh bien, la réponse, elle tient en deux acronymes qui peuvent paraître un peu barbares, RPA 2024 et BAEL 91. Aujourd'hui, on va décortiquer ce duo parce que c'est lui, littéralement, qui assure notre sécurité. Voilà la question centrale. Comment une structure en béton et en acier sait ce qu'elle doit faire quand tout se met à trembler? En fait, la réponse, ce n'est pas une seule règle magique, non. C'est une collaboration hyper bien huilée. C'est un peu comme un chef d'orchestre et son premier violon. L'un donne le tempo et la partition de la crise, et l'autre joue sa partie à la perfection pour que l'ensemble tienne. C'est exactement ça. Du coup, voilà le plan de match. D'abord, on va bien comprendre le rôle de chacun de nos deux acteurs. Ensuite, on va mettre les mains dans le cambouis, avec des exemples très concrets, sur une poutre, puis sur un poteau. Et on terminera en visualisant toute la chaîne de calcul. Allez, c'est parti, on va voir comment la théorie se transforme en murs qui tiennent. Bon, on commence par le commencement, par les fondations, si on peut dire. On va parler du BAL 91. C'est vraiment le b.a.-ba, la grammaire de base de toute construction en béton armé. Le BAL, pour faire simple, c'est le grand livre de recettes du béton. C'est lui qui nous explique comment calculer le bon dosage d'acier et de béton pour qu'une poutre, un poteau ou une dalle soit suffisamment costaud pour supporter les charges de tous les jours, le poids des meubles, des gens, de la neige, bref, la vie normale d'un bâtiment. Et attention, ce règlement n'est pas du tout figé dans le marbre. Il a bien évolué. On est parti de la version de 83, puis en 91, on a eu une grosse mise à jour pour pouvoir utiliser des bétons beaucoup plus performants. Et la version de 99, qu'on appelle révisée 99, reste encore aujourd'hui une référence dans pas mal de pays, ce qui prouve à quel point elle est bien faite. Ok, on a vu le spécialiste du quotidien. Maintenant, passons au deuxième membre de notre équipe, celui qui n'intervient que dans les situations extrêmes, quand la Terre se met à trembler, le fameux RPA 2024. Alors lui, le RPA, sa préoccupation, ce n'est pas de savoir si le béton est assez solide pour supporter une bibliothèque. Pas du tout. Sa seule et unique mission, c'est de préparer le bâtiment au pire des scénarios, le séisme. C'est lui qui va définir les règles du jeu pour ce combat exceptionnel. Il va dire quelle force le séisme va appliquer, comment le bâtiment doit se déformer et quelle stratégie globale adopter. Pour résumer, le RPA ne s'occupe pas de la qualité de la brique. Non, il nous dit à quelle force le vent va souffler pendant la tempête. C'est lui qui définit la nature de l'épreuve, le défi que toute la structure, dans son ensemble, va devoir relever. D'accord, on a nos deux experts, l'un pour le quotidien, l'autre pour la crise. Mais la question cruciale, c'est comment ils s'articulent? Qui commande? Qui a le dernier mot? C'est là que tout se joue. Et ce tableau, il résume tout à la perfection. Le RPA, c'est le chorégraphe. Il impose une figure de danse ultra complexe et dangereuse au bâtiment. Et le BAL, lui, c'est le préparateur physique. C'est lui qui va développer les muscles, c'est-à-dire l'acier dans le béton, pour que l'athlète, notre bâtiment, puisse exécuter cette figure sans se briser. L'un donne l'ordre, l'autre donne les moyens. Et il faut être très très clair là-dessus. Dans ce duo, il y a un patron. Et ce n'est pas négociable. Quand on parle de séisme, c'est le RPA qui a toujours le dernier mot. Si le BAL dit c'est bon, mais que le RPA dit non, c'est interdit, alors c'est non. C'est la règle d'or absolue pour la sécurité. Bon, à cette théorie, on va voir comment ce partenariat fonctionne dans la vraie vie. On va prendre un cas d'école, le calcul d'une simple poutre. Alors, regardons bien le cheminement. Tout commence avec le RPA, qui nous donne la force à encaisser. Ensuite, le BAL prend le relais pour faire ses calculs et nous dire combien d'acier il faut mettre. Et puis, qui est-ce qui revient à la fin pour valider et imposer les derniers détails de sécurité? C'est le RPA, encore lui. C'est une vraie passe d'armes parfaitement orchestrée. Étape 1 donc. Le RPA fait son analyse globale du bâtiment et il nous sort une valeur. Il nous dit, attention, pendant le séisme, cette poutre va subir une force de torsion maximale, on appelle ça un moment de flexion, de 85 kN/m. C'est la commande. Ok, on prend cette valeur, 85, et on va la donner à manger à la formule du BAL. C'est un calcul de résistance pur et dur. Et la formule nous répond, d'accord, pour résister à cet effort de 85, il faut très exactement 602 mm² d'acier dans la poutre. C'est précis, c'est mathématique. Le BAL nous aide donc à choisir les bonnes barres d'acier pour atteindre ces 602 mm². Mais à peine c'est fait que le RPA revient à la charge. Et il nous dit, attendez, les barres c'est bien, mais il faut aussi que la poutre soit ductile. C'est-à-dire qu'elle puisse se déformer un peu sans casser. Et pour ça, il impose de resserrer ces petits cadres en acier, les étriers, tout près des poteaux. C'est lui qui a le mot de la fin sur ce détail crucial. Parfait. On a vu le cas de la poutre, qui travaille surtout à l'horizontale. Voyons maintenant ce qui se passe pour un élément vertical, qui est peut-être encore plus critique, un poteau de rez-de-chaussée. C'est exactement le même principe. Le RPA nous donne la charge que le poteau va devoir supporter. Et là, c'est un effort de compression de 950 kN. Pour se faire une idée, c'est comme si on posait l'équivalent de 95 tonnes sur ce poteau.
C'est énorme. Et là, attention, c'est un point absolument fondamental. Avant même qu'on commence le moindre calcul de résistance avec le BAL, le RPA débarque et impose une règle. Dans ce poteau, il y aura au minimum 1% d'acier. C'est une sorte de plancher de sécurité, une assurance en vie, pour garantir que le poteau a une capacité de base à résister, quoi qu'il arrive. Du coup, on utilise le BAL pour faire le calcul final de l'acier nécessaire. On voit qu'on est bien au-dessus du minimum. Mais qui revient encore pour la touche finale? Le RPA. Il impose ce qu'on appelle le confinement, un maillage très très serré des étriers en haut et en bas du poteau. Ces cadres vont venir serrer le béton, l'empêcher d'éclater sous la pression. Et c'est littéralement ça qui prévient l'effondrement de l'étage. Bon, après avoir vu ces deux exemples sur la poutre et le poteau, quelle est la grande leçon à retenir? En fait, tout se résume à une chaîne d'opérations très claire, un ordre qu'il faut respecter scrupuleusement. Ce tableau, c'est la synthèse parfaite de ce balai à 3 temps. Temps 1, le RPA impose la contrainte, l'effort à subir. Temps 2, le BAL calcule la réponse, c'est-à-dire le muscle, l'acier nécessaire. Et temps 3, le RPA revient et peaufine les détails cruciaux pour la ductilité et la sécurité globale. RPA, BAL, RPA. C'est toujours ce rythme-là. Au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette chaîne logique. Le RPA définit le problème et les conditions de survie, le BALF fournit les outils de résistance et le RPA valide l'assemblage final. C'est cette collaboration et surtout cette hiérarchie très claire qui transforme un simple tas de béton et d'acier en une structure intelligente, capable de danser avec un tremblement de terre et de rester debout. Et c'est précisément ça, le génie de la conception parasismique.